économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Emmanuel Dupuis. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sera du pluriel. Actualité oblige. Et nous sommes heureux de vous avoir en ligne afin d'en débattre avec vous sur deux actualités à notre sens de premier ordre, notamment l'accord historique entre l'Union européenne et le Maroc sur la pêche et aussi sur l'agriculture, incluant les provinces du Sud, mais aussi, bien entendu, l'attentat et ses conséquences de Manjib sur le retrait américain et l'actualité sur la Syrie. Ma première question, s'il vous plaît, cet accord entre l'Union européenne et le Maroc, c'est un accord historique qui a des conséquences sur le plan marocain, mais aussi sur le plan adversaire du Maroc. Oui, bien sûr, c'est un accord historique. C'est un accord historique, mais en même temps, c'est un accord qui vient dans la longue lignée d'un certain nombre d'autres négociations qui avaient abouti déjà à ce qu'il y ait un précédent accord sur la pêche qui date de février 2018 et bien évidemment un certain nombre d'aléas ou un certain nombre de chronologies contraintes par rapport à l'accord sur l'agriculture agricole qui évidemment remonte à décembre 2016 avec, on se rappelle, l'année précédente, une remise en cause de la part du Polisario qui émettait des doutes ou des revendications sur le fait que cet accord ne pouvait pas s'adapter et s'appliquer aux trois provinces du Sud. Or, là, l'Union européenne a validé le fait que cet accord s'applique bien sur l'ensemble du territoire marocain et bien évidemment à la fois sur la dimension terrestre et sur la dimension et par rapport à la dimension maritime, avec là aussi une confirmation du fait que la donne est en train de changer. Elle a commencé à changer avec l'arrivée du nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, le diplomate allemand, ex-directeur général du FMI, Horst Kohler, qui a remplacé l'ambassadeur américain Christopher Ross. Et donc on voit bien qu'il y a une sorte d'évolution d'une reprise en main de l'ONU sur ce dossier, de la mise en place d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle approche qui a été confortée au niveau de l'Union africaine, eu égard bien sûr à l'arrivée du Maroc en janvier 2017, enfin retour du Maroc en janvier 2007 au sein de l'organisation. Et puis troisième élément, avec une nouvelle dynamique, une nouvelle approche qui consiste, comme ça a été le cas lors des accords, enfin de la reprise des négociations à Genève en décembre de l'année dernière, une approche qui vise à sortir du tropisme Algérie, Maroc, Polisario, pour y englober une dimension plus régionale. En l'occurrence, la Mauritanie était associée à cette discussion. Et donc on voit bien qu'il y a une approche qui consiste à dire que l'ONU doit reprendre l'initiative dans la négociation sur le statut des provinces du Sud. C'est donc la raison pour laquelle Horst Kohler a fait un certain nombre de déplacements en juillet dernier dans les 10 provinces du Sud et donc a initié ce partenariat et a relancé des négociations qui, faut-il le rappeler, étaient au point mort depuis 2012. Donc ça, c'est le premier élément positif, si j'ose dire. Deuxième élément positif, à l'occasion du sommet de Nouakchott, le 31e sommet de l'Union africaine, il a été précisé que la question du Sahara et la question de la forme juridique, administrative, de la gestion administrative de ces territoires n'incombait pas à l'Union africaine. C'était bien au niveau de l'ONU que cela doit être pris en main, premier élément. Deuxième élément, qu'il s'agit moins d'un dossier qui est pris en main, si j'ose dire, par la Commission paix et sécurité de l'Union africaine, mais bien la troïka de la présidence en cours, de la présidence sortante et de la présidente à venir de l'Union africaine qui s'occupe de ce dossier. Et puis bien évidemment, le fait que cette question s'inscrive dans une nouvelle approche, une nouvelle démarche. La question du Sahara occidental, depuis le retrait de l'Espagne de ces territoires, s'inscrivait à l'époque dans une logique post-coloniale. Or, depuis, la donne a sensiblement changé. Un certain nombre d'initiatives ont vu le jour. L'initiative marocaine d'avril 2017, donc l'initiative marocaine visant à la mise en place de l'autonomie en avril 2007,
Et puis bien évidemment la réflexion qui me semble avoir été centrale au cours des négociations au niveau de l'Union européenne, le fait que ces territoires ont changé d'aspect, au sens propre du terme, avec des investissements, faut-il le rappeler. Le Maroc a investi près de 13 milliards d'euros d'investissement, soit 8 milliards de dollars, et bien évidemment cela change un peu la manière dont la question du statut doit être posée. Le Polisario et la République arabe sahraouie démocratique évoquent toujours la question de l'autodétermination, mais à travers un référendum, alors même que la forme que propose le Maroc me semble correspondre à une logique que l'on peut retrouver un petit peu partout sur le territoire africain, l'approfondissement lié à l'approfondissement de la décentralisation, au processus de régionalisation et la mise en place des statuts d'autonomie locale avec la montée en puissance, la reconnaissance et la prise d'initiative des autorités politiques locales. Au mois de décembre dernier, il y avait une invitation d'une dame de valeur, Madame Patricia Lalonde, qui fait partie de l'institut que vous présidez, l'Institut Prospectif et Sécurité en Europe. Et il a évoqué le fait comme quoi il était à la tête d'une délégation européenne qui a fait un rapport qui est important, qui a joué un rôle très très important dans la décision actuelle. Comment vous voyez-vous le travail de cette dame et sa notoriété malgré le lynchage médiatique de ses adversaires? Bon, alors je ne me prononcerai pas sur le lynchage médiatique, mais je peux évidemment m'inscrire dans la ligne de ce que vous dites. Évidemment, puisque Patricia est non seulement une amie, mais une chercheuse au sein de mon institut. Elle est, faut-il le rappeler pour les auditeurs, par ailleurs députée européenne siégeant au groupe ALDE, donc l'Association des libéraux et démocrates européens. Et comme vous l'avez fort justement rappelé, elle était rapporteuse, jusqu'à sa démission il y a encore quelques semaines, de la commission du commerce international du Parlement européen, la commission INTA, qui évidemment devait étayer, apporter des faits et apporter une expertise dans le cadre évidemment de l'extension donc au Sahara occidental de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Maroc. D'ailleurs, il faut lui rendre cet hommage, puisque le vote a été largement positif, vous l'avez rappelé. Il y a le 16 janvier dernier, les parlementaires européens, les 751 parlementaires européens se sont prononcés pour 444 en faveur de ces extensions et 167 se sont prononcés contre. Donc évidemment, moi je ne peux que rendre hommage à Patricia, regretter la manière et le contexte dans lequel elle a dû démissionner, forte évidemment d'une mise en accusation, ou en tout cas d'un grief de la part d'un certain nombre de groupes et quand je dis de groupes politiques au sein du Parlement européen, qui reprochaient à Patricia, pour que les faits soient bien établis, le fait qu'il y ait une forme de conflit d'intérêts ayant participé à la création d'une fondation, d'une association et siégeant au conseil d'administration de la fondation Euromeda, dont le but est clairement, puisque c'est comme ça qu'il est inscrit au niveau du Parlement européen, comme agissant au profit d'un lobbying en faveur donc du Maroc, ce qui est parfaitement son droit. Alors moi je regrette évidemment la manière dont les choses se sont passées, connaissant la qualité intrinsèque de Patricia. Je me félicite néanmoins du fait que sa successeur, qui est une députée européenne néerlandaise, Marietje Schaake, fera évidemment aussi parfaitement et de manière tout aussi honnête son travail, et elle se rendra, comme Patricia l'avait fait, comme vous l'avez annoncé, elle se rendra dans les provinces du Sud. Patricia d'ailleurs l'avait fait quelques semaines après le premier déplacement de Rhodes scolaire en juillet de l'année dernière, et il faut de toute façon se féliciter que cette question soit une question qui trouve à la fois une résonance au niveau du Parlement européen, mais comme je l'ai expliqué, qui s'inscrit dans une logique plus durable et peut-être plus globale dans la prise en compte de la mobilisation de la communauté internationale. Il y a néanmoins urgence, il faut rappeler, parce que là aussi on aurait tort de le minorer, qu'un certain nombre de réalités stratégiques viennent télescoper la question donc du Sud marocain. La première est la position des États-Unis vis-à-vis du multilatéralisme. D'ailleurs, il ne faut pas s'étonner du fait que John Bolton, le conseiller national à la sécurité, mais qui fut ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies entre 2005 et 2006,
quand il s'agit de dénoncer ou de remettre en cause l'efficacité du multilatéralisme, n'a de cesse de remettre en cause l'inefficacité de la MINURSO, en rappelant que depuis sa création et depuis sa présence sur le territoire donc du Sud-Sahara depuis 27 ans, il évoque littéralement ce qu'il appelle de l'inefficacité. Je précise même que, en le citant, qu'il se sent frustré du non-règlement de ce conflit, à telle enseigne qu'il incite, et c'est ce qu'il a dit lors d'une conférence qui s'est tenue devant un think tank conservateur, l'Heritage Foundation, le 13 décembre dernier, en mettant en avant qu'il fallait et que les États-Unis ne soutiendraient pas le prolongement de la MINURSO, à telle enseigne que la MINURSO a été prolongée non plus pour 1 an, comme ce fut traditionnellement le cas, mais seulement pour 6 mois. Donc il y a urgence à ce que l'ONU trouve une issue le plus rapidement possible, que tout le monde se mette à la table des négociations, et pour que on prenne en compte cette question de l'autonomie ou de la régionalisation dans une forme très moderne, dans une forme qui pourrait faire Flores ou qui pourrait servir de modèle à d'autres régions. Je pense à la question de l'autonomie ou de l'administration de territoires tels que le septentrion malien, où la question aussi se pose par rapport à la représentation d'un certain nombre de populations, en l'occurrence les populations de Touareg au sein même de l'État malien. Et donc il y a une façon, me semble-t-il, très moderne de penser l'administration de ces territoires, avec là aussi la prise en compte de la distance, près de 3000 kilomètres entre le nord et le sud du territoire marocain, plus de 3416 kilomètres de côte entre Tanger et Dakhla, avec là aussi la prise en compte du fait qu'il y a une dimension économique très forte, vous l'avez évoqué, que j'ai évoqué, donc les investissements que le Maroc avait initiés depuis maintenant une trentaine d'années, mais il y a aussi le coût de ce que coûte le conflit, ou en tout cas l'opposition, ou la question du Sahara, les économistes, notamment ceux de la Banque mondiale, estiment que si l'on trouve une issue à ce conflit, et si effectivement on arrive à travailler de manière intégrée dans une approche régionale, la Mauritanie va sans doute réintégrer la CEDEAO à l'occasion du prochain sommet. Le Maroc a fait une demande pour intégrer cette structure. Bref, si on trouve une issue à ce conflit, encore une fois à dimension régionale, même si l'Algérie n'a pas demandé officiellement à faire partie de la CEDEAO et ne fait pas partie de la CENSAS, on estime que c'est 2 à 3 points de croissance supplémentaires qui pourraient être au bénéfice des populations, avec là aussi la prise en compte du fait que ces populations qui se sont senties et qui ressentent plutôt le poids de l'éloignement, sans doute se sentent insuffisamment inclus dans les processus de croissance, même si évidemment le Maroc a initié un certain nombre de structures. Je pense notamment au projet du Maroc bleu ou au projet du Maroc vert ou à la stratégie nationale pour le développement durable, et à l'initiative nationale pour le développement humain. Bref, il y a cette réflexion par rapport au fait que des populations qui peuvent se sentir exclues ou insuffisamment incluses dans le développement peuvent aussi faire l'objet d'intérêts marqués par des organisations qui se substituent à l'État. Il est une réalité que la création de l'État islamique dans le Grand Sahara, à l'est du Mali, a été l'œuvre ou est une action qui a été menée par Abu Wahid al-Sahraoui, qui, comme son nom l'indique, est un militant islamiste issu de la communauté sahraoui, donc agissant sur la région des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina. Donc on voit bien que cette question, même si je ne fais pas de lien de cause à effet entre le Polisario et les organisations terroristes, bref, en tout cas, il y a une partie de cette population qui, désœuvrée, insuffisamment incluse dans le développement, pourrait être, parce que laissée à elle-même, pourrait être l'objet de convoitises de la part d'organisations criminelles ou d'organisations terroristes. Donc il faut trouver une issue pour que cela ne soit pas une fatalité. D'où la politique américaine sur le Sahel, donc comme tout le monde le dit, donc il y a une politique qui a pris de l'ampleur sur le Sahel, et cette politique, elle est plutôt sécuritaire puis économique, vu ce qui se passe actuellement sur le Sahel, et comme ça a été annoncé aussi par M. Mchria,
le conseiller du ministre des Affaires religieuses algérien sur nos ondes. Parlons des États-Unis, Emmanuel Dupuis, il y a aussi la question syrienne. Les États-Unis ont annoncé leur éventuel départ de la Syrie, mais nous avons assisté la semaine dernière à un attentat très meurtrier. Selon vous, quelles conséquences aura-t-il sur cet retrait américain éventuel et aussi sur la relation turque et kurde? Alors déjà, l'annonce du retrait américain n'était pas une annonce qui a fait l'objet d'un consensus décisionnel à Washington. Ce fut l'objet d'une annonce ex nihilo, si j'ose dire, de la part du président américain qui a tweeté le fait qu'il allait rapatrier les 2000 soldats américains, donc dont il avouait la présence, mais qui avait été rendue publique il y a de ça quelques mois par l'agence de presse Ansalou turque. Donc la première chose dont qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le fait qu'il n'y a pas forcément un consensus stratégique au sein de la communauté militaire américaine pour étayer ce retrait américain, à telle enseigne que de nouveau le Conseil national pour la sécurité, John Bolton, a semblé un peu relativiser, retarder, pour ne pas dire remettre en cause cette décision en évoquant le fait que le retrait allait prendre 4 mois et que il fallait avant tout que ce retrait soit corrélé par la certitude que la Turquie ne s'en prendrait pas aux forces démocratiques syriennes que soutenaient jusqu'à présent, en tout cas depuis leur implication militaire plus forte sur le territoire syrien, les Américains. Donc la première chose, c'est qu'il faut regarder avec beaucoup de prudence si oui ou non les Américains partiront. Un premier contingent est en train de partir. Je ne suis pas certain que l'annonce qui a été faite par le président américain de la justification du départ des troupes américaines parce que Daesh a été défait soit maintenant un élément qui va être péroré ou mis en exergue. Ça, c'est le premier élément d'analyse. Deuxièmement, les Américains, sans doute soutenus ou en tout cas habilement conseillés par leurs partenaires, et parmi ceux-là la France, ont tout à fait raison de dire qu'au-delà de Daesh, même si Daesh semble défait militairement, il y a d'autres groupes armés terroristes dont la spécificité, dont l'idéologie et dont la dangerosité est tout aussi forte. Je pense notamment à l'ex-front Al-Nosra, donc qui s'est transformé en janvier 2017 en Tahrir al-Sham, donc ce qu'on peut résumer dans le mouvement HTS. Pourquoi est-ce que j'évoque ce mouvement HTS? Parce que c'est précisément celui qui a repris. On n'est évidemment pas dans la région du Rojava, on n'est évidemment pas à l'est de l'Euphrate, là où s'est déroulé l'attentat à Manbij, mais on est à Idlib, dans la dernière province qui était encore tenue par les rebelles contre le gouvernement syrien et qui a été repris il y a de cela quelques jours par la milice islamiste. Donc on voit bien que la menace demeure multiforme, avec une réalité stratégique qui est totalement différente qu'il y a encore quelques mois, voire quelques semaines. C'est la victoire, évidemment, et militaire et diplomatique de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad a reconquis près de 90% de son territoire, et l'on sait qu'il y a une sorte de rétablissement progressif, pour ne pas dire accéléré au regard de certains, vis-à-vis de la Syrie. Bachar al-Assad a été invité, la délégation syrienne a été invitée à l'occasion du sommet économique de la Ligue arabe qui s'est tenu à Beyrouth il y a quelques jours, en l'occurrence boycotté par un certain nombre d'États justement parce que l'invitation a été formulée, et on sait que la Ligue arabe qui tiendra son sommet annuel en fin mars à Tunis, a officiellement invité la Syrie. Je termine dans cette évocation donc d'une sorte de retour en grâce ou un retour tout court sur la scène diplomatique de la Syrie. Le 27 décembre dernier, les Émirats arabes unis ont réouvert leur ambassade à Damas, suivi prochainement par un certain nombre d'autres pays, je pense notamment au Koweït et à Bahreïn. Donc on voit bien que le contexte syrien est en train de changer. La décision américaine s'inscrivait d'une certaine manière dans une logique très binaire, c'est-à-dire le fait que les Américains justifiaient auprès de leur opinion publique leur présence en Syrie, non pas
pour lutter contre le régime de Bachar al-Assad, mais pour faire la guerre à Daesh. Or, si la guerre contre Daesh est en train d'être gagnée, il n'en demeure pas moins que la question syrienne demeure une question prégnante, avec la présence de près de 15 000 troupes issues du Hezbollah et donc soutenues par littéralement des troupes iraniennes sur le territoire syrien, avec là aussi un regard diplomatique qui devrait justifier une analyse sur la pertinence ou non de rester en Syrie, avec le fait que, nonobstant le retrait russe qui a été annoncé il y a de cela un an, les Russes demeurent et restent une force diplomatique et militaire de première importance, pour ne pas dire essentielle, et donc de ce point de vue, il est difficile de faire passer l'idée que les États-Unis sont à la fois dans une logique de containment de l'influence iranienne dans la région et quitter la Syrie, et dans le même temps de considérer, comme l'a dit peut-être encore une fois, sans se concerter suffisamment avec ses autorités militaires, le président américain, en évoquant le fait que la Syrie lui importait peu et que c'était à la Russie de faire le travail. D'ailleurs, je rappelle aux auditeurs que cela a provoqué une série de démissions en chaîne. Le secrétaire d'État à la Défense, le secrétaire à la Défense, Jim Mattis a démissionné. Quelques heures après, le haut représentant américain pour la lutte contre Daesh, Matt Brett, a également démissionné. Et quelques jours après, le haut représentant américain pour la résolution du conflit dans le Golfe, même si cette question s'éloigne un petit peu de la question syrienne, Anthony Zinn a également démissionné. Donc on voit bien que il y a des divergences par rapport à la pertinence ou à la prégnance de cette décision américaine, avec là aussi une réflexion que nous, Français, devons avoir, et le président Emmanuel Macron a semblé y apporter un élément de réponse qui ne satisfait pas la plupart des observateurs, mais néanmoins, il l'a évoqué. Premièrement, lors du vœu aux armées, il y a de ça quelques jours à Franck Gazal, en évoquant le fait que si les États-Unis partaient, la France resterait. Encore une fois, comparaison n'est pas raison, nous avons 400 hommes sur le terrain, la plupart desquels sont des forces spéciales, la quasi-totalité étant des forces spéciales. Donc ça ne veut pas dire qu'on va remplacer le contingent américain, ça ne veut pas évidemment dire non plus que les Français pourront à eux seuls limiter les velléités de pénétration de la Turquie dans la région, mais néanmoins c'est une réalité, la France restera malgré la décision américaine. Et puis bien évidemment, la question qui est sur toutes les lèvres, quelle sera l'attitude de la Turquie vis-à-vis de ce retrait? Certains disent qu'il y a eu un deal entre Washington, Moscou et Ankara. Le deal pourrait être, par exemple, et c'est ce que certains n'hésitent pas à dire, le fait qu'un certain nombre de provinces soient tombées dans l'escarcelle ou soient retombées dans l'escarcelle des organisations terroristes seulement parce que la Turquie aurait laissé faire, ou rendu possible parce que la Turquie aurait laissé faire. C'est le cas, comme je disais, de la province d'Idlib il y a de cela quelques jours. Et puis, bien évidemment, le fait que la Turquie n'attend qu'une seule chose, que tout le monde soit parti pour, évidemment, sécuriser, comme l'a toujours dit, les 822 kilomètres de sa frontière commune avec la Syrie. Et quand je dis sécuriser, je mets beaucoup de guillemets, parce que dans sa tête, sécuriser cette zone, à travers la création d'une zone frontalière de 30 à 40 kilomètres à l'intérieur du territoire syrien, implique, pour ne pas dire, justifie le fait de s'en prendre aux forces kurdes, non seulement à celles qu'elles considèrent comme organisation terroriste, le PKK, mais bien évidemment pour frapper plus directement le parti de l'Union démocratique, le PYD, et ses unités de protection du peuple. Monsieur le Président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, spécialiste des questions de sécurité européenne et des relations internationales, il a notamment été conseiller politique auprès des forces françaises en Afghanistan, délégué général des centristes chargés des questions internationales et de sécurité. Merci infiniment de cet éclairage et je vous dis à très bientôt, Emmanuel. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Et bientôt aux auditeurs. À bientôt. Au revoir. Économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique.